Je n'aurais jamais pensé parler depuis cette position, mais je ne sais pas à quoi vous attendiez d'autre. Quand les personnes haut placées de cette industrie se sont rassemblées en collectif avec pour complot de mettre fin à mon règne et m'envoyer un message. Folie! Est-ce que tu as reçu un message? Parce que j'ai regardé mon téléphone et j'ai rien reçu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je salue cette tentative, je leur tire mon chapeau, mais on n'a pas tremblé une seule seconde, on a resserré les rangs. Ça, c'est les paroles de Drake sur le morceau 30 for 30 Freestyle, sorti sur le projet What a Time to Be Alive en 2015. Et laisse-moi te dire que ces paroles n'ont pas pris une ride, d'accord? Comme je te l'ai dit sur la précédente vidéo, c'est les morceaux qui sortent en dernier dans l'album. C'est souvent là qu'il va se livrer, raconter des choses fortes. Et les personnes qui vont pas écouter Drake attentivement vont très souvent skipper ce genre de morceaux. Mais les personnes qui écoutent vraiment ses lyrics et vraiment ses paroles ont été marquées par ses propos. Parce que ces paroles-là sont valables en 2026. Les gens veulent dégager Drake de l'industrie. Et comme tu as pu le voir sur le titre, on va parler de tous les hops de Drake. En réalité, toutes les personnes qui l'ont trahi plus ou moins tôt, d'accord? Dans l'album Iceman, il leur a tous envoyé un shot. Et ici, on va se focaliser sur ça. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Avant de commencer, le vlog de Nairobi arrive très bientôt, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Big Ico, d'accord? Ça va être une belle vidéo de 1 heure. T'achètes ton popcorn, tu te commandes du Deliveroo, tu te poses et tu vas apprendre énormément de choses sur le business en Afrique, sur les opportunités et en même temps, ça va être hyper divertissant. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Avant de parler de la haine autour de Drake, c'est quand même important de faire un récapitulatif sur le succès de l'album Iceman, ok? La première semaine est passée, on a les chiffres. L'album s'est écoulé à 468 000 copies, d'accord, donc c'est un record cette année. Les 18 morceaux occupent actuellement le top 100 Billboard et il y a encore beaucoup d'autres statistiques qui sont importantes à noter. Donc grosso modo, Drake a bu ses adversaires. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par... Si comme moi vous passez des heures à travailler sur des scripts ou sur autre chose et qu'au bout d'un moment votre cerveau va lâcher, le réflexe classique c'est d'aller chercher du soda ou alors de l'energy drink dégueulasse. Moi je l'ai fait perso. C'est une grosse erreur. Derrière, c'est le crash assuré et vous serez encore plus crevé. Et c'est pour ça que Oli c'est mon partenaire parce que pour le coup, ça fait l'affaire. Alors, le concept est simple. Un goût incroyable et zéro sucre. Moins de 20 calories par boisson et sans taurine. À la place, vous avez des vitamines, des antioxydants et de la caféine libérée progressivement pour rester focus pendant 4 heures sans un coup de mou. En plus de la préparation satisfaisante, ok, on va la faire ensemble. Donc là, vous avez mon Shakers Oli. Là, j'ai quelques gammes hydratation, Ice Tea. La gamme énergie, c'est ma favorite, mais j'ai tout terminé. Et donc, c'est simple. Vous allez sortir comme ça l'un des sachets. Vous versez dans votre Shakers. Ensuite, vous avez votre bouteille d'eau juste là. Moi, je verse un peu d'eau comme ça. Et je vais pas mettre tout l'eau direct parce que j'ai pas envie que ça reste au fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau. Je vais tourner, je vais shaker. Vous voyez, c'est un peu mousseux comme ça. Et là, je vais pouvoir mettre la suite. Quand je dis la suite, je parle de l'eau. J'ai mis le reste de l'eau, comme vous pouvez le voir. Et je shake encore un peu. Ce que j'aime avec la gamme Hydration, c'est que ça fait des petites bulles et tout. Surtout dans cette période de chaleur, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc dans le Shakers, là, vous avez juste de l'eau et la poudre. Mais le mieux, surtout dans cette période, c'est d'ajouter des glaçons, histoire de rendre le truc encore plus agréable, d'accord? Et financièrement, t'es plus du tout à perte. Ça vous revient seulement à 80 centimes le sachet. 80 centimes les 500 millilitres. C'est 3 fois moins cher qu'une canette classique. En plus, lorsque tu achètes un pot qui est beaucoup plus gros, ça remplace 50 canettes ou bouteilles de plastique à usage unique. Si vous voulez tester, je vous conseille à 100% le pack découverte. C'est le Starter Set de luxe. Vous allez recevoir plusieurs goûts pour le Ice Tea, le Hydration et le Energy que j'ai plus ici parce que j'ai tout fini. Il faut que je leur demande de m'en renvoyer. Et donc, comme d'habitude, j'ai des codes de réduction. Vous avez bien entendu des codes de réduction. Avec le code IconicMag5, obtient 5% de réduction sur le pack découverte. Et avec le code IconicMag, globalement, obtient 10% de réduction sur tous les produits de la boutique Oli. Le lien se trouve sur le QR code qui apparaît sur l'écran, sur le lien en description et sur le commentaire épinglé. Donc je te laisse aller te faire plaisir et moi je retourne sur la vidéo. Alors quand je rentre dans mon personnage OVO Chris, tout ça, on rigole, etc. Mais en réalité, il y a quand même une partie de moi qui me dit c'est important de soutenir un artiste comme Drake, principalement pour la raison que je vais évoquer là. Avant de rentrer dans le détail du clash et des attaques de Drake sur le projet Iceman, qu'on va décortiquer ensemble, il y a un point extrêmement important que vous devez savoir sur la situation de Drake depuis quasiment le début de sa carrière. Il est profondément détesté des Américains. D'accord? Drake, c'est probablement l'artiste qui a subi le plus d'attaques gratuites depuis le début de sa carrière. Et si tu me demandes
Pourquoi concrètement les gens le détestent? Je pourrais pas te dire. Je suis pas directement dans l'industrie, donc je peux pas donner des faits concrets, mais je peux proposer en fait des pistes de réflexion, ce qu'on va faire ici, d'accord? Et ce que je dis là, c'est pas une opinion, hein, c'est concret. Et je vais te démontrer tout ça. Pourquoi Drake serait déjà détesté? L'une des raisons principales, à mon avis, c'est parce qu'il est canadien. Et il y a quelque chose qu'il faut profondément comprendre sur les Américains, et en particulier sur les Noirs américains, c'est qu'ils sont extrêmement chauvins. Vous le savez aussi bien que moi, les Américains regardent que leur nombril. Un peu comme les Français d'ailleurs. Hein. On est très ethnocentré, on regarde que ce qui se passe chez nous. Mais nous les Français quand même, on a cette ouverture d'esprit avec les Belges, avec les Suisses, tu vois. On peut accepter un artiste belge et se dire, ok, c'est lui le numéro 1 chez nous, y a pas de problème. On peut se dire aussi qu'un artiste suisse rayonne, tu vois. Et même dans le rap, tu vois, les Damso, les Hamza, etc., on les aime, tu vois. Ils ont une identité qui est proche de la nôtre, donc on les valide. Les Américains, c'est pas totalement ça. Quand tu regardes Drake, c'est un rappeur qui est à moitié afro-américain de Memphis et à moitié juif. Donc il est métis, il a grandi à Toronto. Pour les Américains, Toronto, même si c'est une très grande ville, c'est quand même une ville de plouc. On l'a vu pendant le clash, hein, la manière dont les Américains parlaient de Toronto. Ah, tout le monde à Toronto est soft ou quoi. Or, c'est pas du tout le cas. Il est étranger, ça fait plus de 15 ans qu'il domine le game. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque déjà, lorsque Atlanta a commencé à dominer, moi je suis suffisamment vieux pour m'en rappeler, les Américains n'ont pas accepté ça. Ils ont détesté le fait qu'une ville comme Atlanta domine à la place d'une ville comme New York. D'accord? Ils sont très élitistes, les New-Yorkais. C'est eux qui ont créé le hip-hop. Donc, c'est logique que des rappeurs new-yorkais soient les numéros 1. C'est pas un hasard si les radios et les médias qui se trouvent à New York, hein, qui ont dominé depuis très longtemps et qui dominent encore aujourd'hui sur l'aspect médiatique, hein, j'entends, mettent que des rappeurs new-yorkais dans le top artiste de tous les temps. Alors, je suis d'accord avec ce top parce que je suis très new-yorkais dans l'âme. Donc, quand on met Jay-Z, Nas, etc., je suis d'accord. Lyricalement parlant, ils sont extrêmement forts. Mais c'est pas un hasard. Ils auront surtout tendance à pousser leur ville en premier. Donc, il y a eu New York qui s'est fait détrôner un peu par LA pendant un moment, qui est revenu, mais qui, in fine, s'est fait dominer pendant plusieurs années par Atlanta. Et il y a eu une véritable guerre, et quand tu parles aux artistes d'Atlanta, ils le disent, il y a eu un véritable rejet du Sud lorsqu'il a commencé à dominer. Il y a eu un mépris de classe même, je dirais, parce que les rappeurs du Sud écrivaient beaucoup moins bien selon les New-Yorkais, et c'est vrai qu'il y avait plutôt la dimension festive qui était mise en avant, mais il y a quand même des rappeurs du Sud qui écrivaient extrêmement bien, et c'est comme ça d'ailleurs qu'un T.I. s'est imposé. D'ailleurs, j'ai fait un gros documentaire sur lui, un gros LSD, allez le voir. C'est comme ça qu'un Scarface s'est imposé aussi, Rap-A-Lot à l'époque, Ludacris. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens ont regardé Atlanta comme étant plutôt une ville de cutéreux, on va dire ça comme ça. Donc ils avaient du mal avec ça. Et là, à partir de 2009, t'as un rappeur qui débarque de Toronto, qui arrive aux US et qui domine la scène et qui explique aussi que t'as plus besoin d'aller aux US pour faire les choses. Désormais, il est retourné à Toronto et il le dit. Il a dit dans des vidéos que voilà, désormais, pour les petits qui me regardent, vous avez plus besoin d'aller à New York pour essayer de réussir dans la musique. Vous pouvez le faire depuis chez vous. The artists from our city, their whole objective was to get out. So I just had to flip that way of thinking. Donc déjà, c'est le premier point. Il est canadien, métis, donc dans l'énergie, il est un peu différent. Et naturellement, je sais pas si on peut dire naturellement, mais les Américains le détestent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est soft. Il représente pas exactement ce que les Américains aimeraient voir du rap. C'est aussi ça. Il y en a certains qui n'aiment pas ça, d'autres à qui ça ne pose pas problème, et d'autres que ça énerve. Et aussi le contraire. À l'époque, quand 50 Cent dominait le game, on a qui le détestaient justement parce qu'il faisait trop la rue. Donc, grosso modo, quand tu domines, on va toujours trouver une raison pour te détester. Et ensuite, il y a véritablement des gens qui sont très haut placés, qui le détestent, et c'est purement une histoire d'ego. C'est pour ça, à mon avis, on est sorti de la logique du rationnel quand il s'agit de détester Drake. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestent simplement parce qu'à un moment donné, il a essayé de draguer leur meuf, parce qu'il a couché avec un tel, parce qu'il a parlé avec un autre. Je parlais avec un gars dans l'industrie qui me disait que Drake, en fait, avait la main sur toutes les belles meufs de Toronto, ok? C'était à lui. Et quand il y a une personne extérieure, je sais pas moi, un sportif, un autre artiste, qui essayait de draguer l'une de ses meufs, il pouvait lui-même envoyer un message à ce gars-là ou l'appeler directement pour lui dire « Hey, arrête de lui parler ». Donc Drake, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement territorial. Ça, c'est vraiment des infos que j'ai eues, voilà, que je vous partage là, parce que, voilà, il n'y a pas les noms, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point Drake, en fait, peut être détesté pour ça. Certains, même dans l'industrie, DJ Drama, qui a partagé les reference tracks de Drake, avait dit d'ailleurs que s'il l'a fait, à l'époque, c'était pour une question de meuf.
Drake smashed your girl. Jesus. Donc on n'est plus du tout dans une question business, parce que tu pourrais dire que Drake est signé aux US, donc il rapporte beaucoup d'argent à Lucian Grange, il rapporte beaucoup d'argent à Universal, mais non, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question d'ego, de personnes qui ont été blessées dans leur vie personnelle, parce que Drake a sorti son bangala et qu'il a commencé à l'agiter comme ça là partout, et à essayer d'avoir plus de ID modèle possible, parce qu'il s'est dit je suis trop puissant, je peux taper tout le monde, et ça a énervé les gens. Et là sûrement t'es en train de te dire ouais Chris il dit que tout le monde le déteste, c'est parce que c'est OVO Chris, il l'adore, etc. Alors ok, moi tu me crois pas, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que Charlemagne the God, l'une des plus grandes personnalités de l'industrie de la musique, tu le crois? Il le dit lui-même il y a 2 ans lors du Clash. I'm gonna tell you something. I can say this without a shadow of a doubt, and this is true. The industry is behind the scenes. They've always been against Drake. Like they've always actively rooted against Drake. Why? I do not know. Probably just because he's from Canada and he's winning. Probably because he's from Canada. Yo, Drake used to say this in his raps, and he used to talk about the industry plotting him against him. He was not lying. I'm not even going to sit there and tell you no lie. Because whenever stuff like this used to happen to him, my phone would go crazy. Par contre, lorsqu'il dit qu'il ne sait pas pourquoi il le déteste, je pense que là, il ment. Je pense qu'il a tous les éléments, il sait pourquoi un tel le déteste. En tout cas, je vais t'énumérer un petit peu toutes les personnes, tous les médias qui l'ont attaqué ces dernières années, et toi-même, tu vas pouvoir te faire une idée. Et aussi, potentiellement, me dire s'il y a un autre artiste qui a connu autant d'attaques. Alors, je vous ai parlé de DJ Drama pendant la période du Clash avec Meek Mill. Tu as donc DJ Drama, un gros DJ américain, qui a envoyé les reference tracks à Meek Mill pour éteindre Drake lors du Clash. Et d'ailleurs, le morceau que je vous ai cité en intro, 30 for 30 Freestyle, c'était juste après le Clash avec Meek Mill, quand il l'a éteint, d'accord? Et Meek Mill est signé chez Roc Nation. Et donc ce que les gens disent, c'est que potentiellement, Meek Mill a été envoyé par le grand boss Hove pour éteindre Drake, d'accord? Pourquoi Jay-Z voudrait éteindre Drake? Je sais pas. Je vais vous proposer des théories et vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, il l'a envoyé de cette manière-là. Donc les intérêts de DJ Drama qui s'est fait voler sa meuf, ceux de Meek Mill qui en a marre de voir Drake au top, même s'il mange avec lui, et Jay-Z, qui en a marre de Drake, parce que vas-y, Drake qui domine depuis longtemps, ont eu des intérêts alignés pour l'éteindre. C'est ce qui se dirait. Et c'est intéressant parce que dans cette période-là, entre 2013 et 2015, Jay-Z fitait certes avec Drake, mais il l'attaquait de temps en temps. Moi, je me rappelle de ce freestyle où Jay-Z a attaqué Drake de nulle part en lui disant « Mrs. Drizzy », comme ça. On sait pas exactement pourquoi Jay-Z a décidé de faire ça. Tu dis « Mais Jay-Z, c'est un gars mature, quand tu l'entends parler, etc. » Tu dis à quel moment il se réveille et il décide d'attaquer le petit frère, hein, comme ça, en disant « Ah, Mrs. Drizzy », sachant qu'il se faisait déjà attaquer de tout part. Dans la même période, tu avais Diddy qui l'avait giflé pour une histoire d'instru. Par exemple, le morceau 0 to 100 qui était censé être pour Diddy, Drake a repris le morceau, il en a fait un hit et Diddy a giflé apparemment Drake dans un event et ça fait le tour de l'industrie. D'ailleurs, Charlemagne the God a reçu un message de plein de gens de l'industrie en disant « Ah, Drake s'est fait gifler, etc. » Donc tous ces gens-là se réjouissaient que Drake ait pris une correction. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ensuite, tu as les plus grandes radios américaines. Tu as Hot 97 qui chie sur Drake. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. À l'époque même, je me rappelle, T.I. avait été reçu pour sa propre promo. Et dans cette période-là, tu as Ibro qui demande à T.I. « Ouais, mais est-ce que c'est vrai que l'un des gars de ton équipe aurait fait pipi sur Drake ?» Fait pipi sur Drake. With regard to whatever happened in the movie theater. And you won't say it happened You get service in here? Yeah, we get great service. I have Verizon. You You got Verizon, AT&T. Which one you got? This is all I'm going to say, Tim. This is all I'm going to say. Basically, what you're telling us is it's not a rumor. This incident happened. And I guess what I would like to understand is, was it a purposeful incident or was it an accident? Et comme tu peux voir, T.I. n'a pas répondu à ça parce qu'il voulait pas rentrer dans ces histoires-là, hein, le petit jeu de la radio. Donc c'est vraiment pour te dire, et même Charlemagne the God lui-même, il a beau le dire lui-même, donc ça lui permet de se dédouaner en quelque sorte, il déteste Drake depuis le début de sa carrière. Et encore une fois, tu te poses la question, à partir de quand vous avez commencé à le détester? À ça, tu ajoutes Kendrick Lamar et ce qui s'est passé il y a 2 ans en Super Bowl. Et d'ailleurs, très intéressant, je suis tombé sur l'extrait d'une vidéo de What's the Dirt. C'est un excellent youtubeur américain qui analyse de façon très pointue les vidéos, les lyrics. Franchement, rien à dire sur son travail en termes de recherche. Et je suis tombé sur un clip où justement, il expliquait que la personne qui a produit le halftime show de Kendrick Lamar au Super Bowl a également produit les Emmy Awards,
a également produit les BET Awards, tous les événements où Kendrick Lamar a été mis en avant. Et donc en fait, tu te dis combien d'ennemis ce rappeur se trimballe toutes ces années. Quand t'es numéro 1 pendant autant de temps et que t'aimes vivre. Probablement que dans la vie personnelle, Drake, peut-être que c'est un peu, voilà, il peut être un peu problématique avec les femmes des gens. Mais quand même, tu dis, ça fait beaucoup. Moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi il le déteste autant. Il n'y a pas un autre artiste qui a eu autant de hate que Drake. Et c'est important que vous compreniez ensuite pourquoi dans sa musique, il parle autant, pourquoi il chiale autant. C'est parce que il a tellement d'ennemis qui cumulent. Et en juillet 2024, en un mois, il a découvert au moins 5, 6, 7, que dis-je, 10 autres ennemis d'un seul coup, des gens qui pensaient être ses ennemis, ou du moins des gens avec qui il avait pas de problème. Il se trouve que finalement, il a un problème aussi avec eux. Donc en fait, t'es avec un artiste qui a que ça, limite, à te documenter. Les ennemis auxquels il doit faire face, et en plus, je t'ai pas parlé de sa propre maison de disques, tu vois. Donc ça fait beaucoup. Donc il faut comprendre l'état d'esprit du rappeur pour ensuite comprendre l'album Iceman. C'est vraiment un 1 contre 20. Et les 20 là, c'est pas des petits rappeurs underground là qui essayent de faire leur beurre, tu vois ce que je veux dire? On est sur des gens très puissants et très installés dans l'industrie. Donc ça, c'est très important de comprendre. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut rentrer dans l'analyse des personnes qu'il a clashées dans ce projet. Bon, on va commencer avec le plus léger, Playboi Carti. Alors, il l'a clashé dans le morceau Whisper My Name. Voici ce qu'il a dit. Donc, dans l'extrait Baby Boy, il s'agit de Playboi Carti. D'accord, donc c'est son blaze en quelque sorte. Et ensuite il dit, j'ai entendu ce que tu as dit à Lil Bro. Lil Bro, il s'agirait de The Weeknd, avec qui les deux ont collaboré, d'accord. Et ensuite il dit, et ouais, quand tu vas tomber sur l'Iceman, qu'est-ce que tu vas faire à part te figer? Figer, Iceman, jeu de mots, etc. Tu vas pas tirer, t'es pas vraiment de la rue. Playboi Carti, c'est un gars d'Atlanta, mais c'est pas vraiment un gars street, d'accord? C'est un gars qui a commencé avec Ian Connor et A$AP Rocky, dans le délire un peu mode, hype des réseaux, donc c'est pas un gars de la street. Ensuite, il dit, impossible de faire le dur et de tenir tête. Et en fait, quand tu regardes un petit peu l'état de la relation entre Drake et Playboi Carti, eh bien, il y a eu quelques collaborations et la plupart d'entre elles n'ont pas abouti. Il y a eu le premier morceau qui est donc Pain 1993, dans le projet Dark Lane Demo, donc c'est la mixtape de Drake qui est sortie il y a quelques années. C'était la première fois qu'on voyait Playboi Carti sur le projet. Et d'ailleurs, en termes de positionnement, ça a tout de suite mis Playboi Carti parmi les artistes vraiment à suivre dans les années qui allaient venir. Parce qu'en 2019, si je me trompe pas, Playboi Carti c'était un artiste encore vu comme SoundCloud avec énormément de potentiel. Et c'était pas encore l'artiste de musique, tu vois, musique, le projet qui est sorti l'année dernière. Donc faire le featuring avec Drake, ça lui a permis quand même de passer un cap. Et là, je le dis en dehors du fait d'être Ovio Chris, c'est la réalité. Tu feats avec Drake, tout de suite tu passes un cap. Et ensuite, ils ont eu deux autres morceaux. No Face, sur lequel Playboi Carti aurait refusé de clearer son couplet, et un snippet qui est sorti de K9, un autre morceau sur lequel Playboi Carti devait être diffusé. Et en parallèle de ça, Playboi Carti a un hit avec The Weeknd sur son projet musique et 2 featuring avec Kendrick Lamar sur le même projet. En plus d'une collaboration avec Metro Boomin sur son album. Donc en fait, sans dire quoi que ce soit, Playboi Carti a tout dit. Il a choisi son camp et c'est clairement pas celui de Drake. Mais ce que Drake nous dit ici, c'est que Playboi Carti, Baby Boy, aurait dit à The Weeknd. Donc il y a quelqu'un autour de l'équipe de Playboi Carti ou de The Weeknd qui est une taupe. Ou devrais-je dire un petit oiseau, comme le morceau Little Birdie. Hein, le morceau Little Birdie, c'est ça, hein, il y a un petit oiseau qui me raconte tout. Donc il y a une personne qui fournit Drake en information, d'accord? Et donc en fait, il fait une petite remarque concernant Playboi Carti, et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres attaques. Il n'y a rien de très deep entre lui et Playboi Carti, mais il lui fait noter qu'il sait qui il est. Après, chose importante quand même à noter, Playboi Carti est toujours signé chez OG. OG, le label de A$AP Rocky. Et naturellement, A$AP Rocky est en clash avec Drake. Donc par affiliation aussi, peut-être que Playboi Carti a décidé de prendre les patins de A$AP Rocky, son mentor, en disant « Ok, si Rocky ne s'entend pas avec lui, je ne suis pas bien avec lui aussi. » C'est quelque chose qui pourrait se comprendre. Mais voilà, vous avez toutes les informations concernant le clash entre lui et Playboi Carti. Si vous, dans les commentaires, vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les partager. D'ailleurs, à ce propos, je parle d'argent, c'est le moment d'en parler ici. Le 4 juin prochain, j'organise une conférence en ligne autour de la création de contenu, du personal brand et comment monétiser une audience. Dans cette ère de l'intelligence artificielle, tout est très incertain, d'accord? Et l'une des choses que je sais qui va pas bouger, c'est le fait que les humains vont toujours vouloir se constituer en communauté autour de sujets précis. Et c'est pour ça que bâtir une audience quand tu veux monétiser, faire un produit ou alors créer un réseau, c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Clairement, j'en suis convaincu. Les créateurs de contenu doivent devenir des CEO et les CEO doivent devenir des créateurs
créateurs de contenu dans notre époque. Il faut être visible. Et dans ce sens-là, j'organise une conférence en ligne où je vais parler de créateurs de contenu et je vais vraiment m'adresser aux débutants, ceux qui n'ont jamais créé de contenu, qui veulent en créer, qui savent pas par où commencer. L'idée pour moi, ça va être de vous expliquer comment vous lancer, vous donner un maximum de conseils et aussi de vous parler de mon accompagnement qu'on a mis à jour là et qui est vraiment adapté aux gens qui sont en train de se lancer. Si t'es intéressé, il y a le QR code qui est là, le lien dans la description et sur le premier commentaire. C'est offert, tu viens, il y aura des surprises, tu prends de l'information et si tu veux aller plus loin, clairement, il faut gagner du temps et je suis là pour ça. On reprend la vidéo. Ensuite, parlons de J. Cole. Alors, J. Cole, ça me fait beaucoup de mal à chaque fois de parler de lui parce que j'aime beaucoup l'artiste et lyricalement, musicalement, même en termes de personnalité, J. Cole, c'est quelqu'un d'excellent, qui a atteint l'excellence du MC, tu vois. Mais en termes de choix, surtout sur cette histoire de clash, c'est difficile d'aller dans son sens. Alors, Drake a parlé de lui, c'est pas son ennemi, mais c'est très important de comprendre un petit peu l'état d'esprit de Drake vis-à-vis de J. Cole. J'en ai un petit peu rigolé sur cette première vidéo, mais là, je vais essayer de donner plus d'éléments. Alors, il parle donc de J. Cole sur le morceau Make Them Pay, donc la série des Make Them. Make them remember, make them cry, make them pay, make them know. Et donc, il dit ceci. Tes gars vont voir Hove. Hove, c'est Jehovah, c'est Jay-Z, d'accord? C'est son blaze. Pour avoir une opinion. Et il explique que lui est resté droit dans ses bottes et qu'il a accepté la mission. La mission, c'était la guerre contre l'industrie. Parce que, encore une fois, ce clash en juillet 2024, c'était contre Rick Ross, contre A$AP Rocky, contre Metro Boomin, contre Kendrick Lamar, contre The Weeknd. Tout le monde l'a attaqué. Donc vraiment, Drake, là, fait la guerre à tout le monde. Et donc, il accepte la mission. Et ce qu'il dit, c'est qu'il préfère la mort à la soumission. Donc il veut pas se soumettre à qui que ce soit, il préfère mourir que ça. Donc la liberté pour lui, c'est une valeur centrale. Ah oui, et aussi Kanye West. Bon, il lui a pas répondu, mais Kanye West lui aussi fait la guerre. Et j'ai pensé à ça parce que on parle de liberté, donc forcément j'ai Kanye West qui me vient en tête. Alors comme vous le savez, Metro Boomin a sorti le morceau Like That avec Future et Kendrick Lamar sur le même morceau. Et ça a donné l'explosion que ça a donné. Et sur le morceau donc, qu'est-ce que Kendrick Lamar a fait pour que ça crée cette explosion? Déjà, le fait qu'il apparaisse jamais sur un morceau, et lorsqu'il apparaît, c'est pour dire qu'il s'en fout du Big Three et qu'il y a juste lui qui est au top de tout. Et donc forcément, J. Cole et Drake, qui font partie du Big Three, ont été visés, du moins Internet, l'industrie a compris qu'il s'agissait d'eux. Le Big Three en général, c'est eux, c'est ceux qui vendent le plus, qui ont le plus de popularité et la plus longue longévité. C'est pas pour rien qu'ils ont été mis à ce statut-là. Et donc en fait, Drake se dit ok, c'est le moment, je rentre en guerre contre Kendrick Lamar. Et de l'autre côté, J. Cole s'était dit ça au début. Il a sorti donc le morceau 7 Minute Drill. Et 2 jours après avoir sorti le morceau, il n'a pas assumé et il a décidé de retirer ce morceau de son projet qui teasait donc l'arrivée de The Fall Off et il est allé s'excuser dans son propre festival. Oh là là. And I pray that God align me back up on my purpose and on my path. You know what I mean? I pray that my nigga really didn't feel no way. And if he did, my nigga, I got my chin out. Take your best shot, I'm gonna take that shit on the chin, boy. Do what you do. Et ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'il a invité Kendrick Lamar à lui mettre une patate. Il lui a dit, vas-y, vise. Je suis là. Tu peux y aller. Frappe. Il a littéralement dit ça. Il a dit, ok, je t'ai attaqué, et si ça t'a blessé, tu peux me mettre une patate, et comme ça, au moins, ça ira mieux. Et c'est ça qui m'a énervé avec J. Cole. Moi, vraiment, c'est ça. En fait, tu peux être un gentil, on est des gentils. Mais il y a un moment donné où, t'as vu, on t'attaque, tu dois pouvoir répondre. Tu es un MC, tu ne peux pas reculer dans ces moments-là. Et à mon avis, alors, J. Cole est aligné avec sa décision, c'est le plus important. Humainement parlant, je suis content. Par contre, en tant que MC, c'est vraiment le point noir de sa carrière. C'est vraiment ça. Et donc, ce que Drake dit dans le morceau aussi, c'est qu'il ne l'a jamais rappelé. Et Drake a essayé d'appeler J. Cole pour parler de tout ça. Il n'a jamais répondu et n'a jamais rappelé Drake. Donc, dans l'esprit de Drake, c'est... Mais au final... Je sors d'une tournée avec ce gars-là, j'ai passé des moments avec lui, on l'attaque au même titre que moi on m'a attaqué, il décide de s'excuser et en plus de ça, il répond plus à mes appels. Donc Drake s'est vraiment senti désemparé avec la situation et donc Drake a décidé de plus jamais lui pardonner et donc J. Cole lorsqu'il était en promo pour The Fall Off, il en a parlé publiquement en disant oui voilà, voilà. Et donc franchement Drake se dit ouais non, tu m'as jamais rappelé, je vais jamais te pardonner mais je t'aime pour ce qu'on a construit ensemble. Et ça c'est quand même fort parce que mine de rien, il pourrait le détester.
Il y a aussi le passage de Jay-Z que j'ai pas analysé. Alors, J. Cole n'a pas une super relation avec Jay-Z. Hein. C'est certes lui qui l'a signé et qui l'a aidé à développer sa carrière, mais c'est connu, hein, c'est un secret de polichinelle. Les deux sont pas hyper proches. Il n'a pas fité avec Jay-Z depuis 2010, peut-être si je me trompe pas, ça fait extrêmement longtemps. Donc en fait, J. Cole, c'est sa propre entité. Je ne pense pas qu'il allait demander conseil à Jay-Z. Je pense que là, il fait référence sûrement à une autre personne, mais je pense pas que ce soit Jay-Z. Ou peut-être qu'au final, les deux s'entendent depuis et que J. Cole est allé demander conseil, mais j'ai pas eu d'écho allant dans ce sens. Bon, j'ai parlé de J. Cole. Dans l'ordre, j'étais censé parler de Jay-Z, mais je vais parler de LeBron James. D'accord, parce que voilà, LeBron James, quand même, c'est important d'en parler. Ça fait partie des anciens amis de Drake. Donc on va parler de lui. Avant de parler de James, c'est probablement le plus gros traître que j'ai jamais vu dans l'amitié. En fait, il y a forcément des choses qu'on ne sait pas qui justifient le comportement de LeBron James vis-à-vis de Drake. Parce que quand tu connais leur relation, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo il y a 1 an de ça, ou un peu plus, je sais plus, où je parle de la relation entre LeBron et Drake. Et tu comprends pas à partir de quel moment LeBron James a décidé de switcher comme il a switché sur Drake en fait. En fait, tu sens que ça a choqué vraiment Drizzy. Parce que tu vois par exemple avec J. Cole, il s'est excusé, mais ça rentre dans la personnalité d'un Cole. Et je pense que si Cole avait répondu à l'appel de Drake et qu'ils avaient échangé à ce moment-là, Drake aurait eu le seum, mais il serait passé à autre chose parce que il sait que Cole ne veut pas lui faire directement du mal. Il s'est excusé parce que voilà, il veut pas cette fumée, il a pris de l'écart. Mais pour ce qui est de LeBron James, c'est pas juste je backtrack ou je sais pas quoi. C'est pire parce que clairement, il passe de pote à opposition. Ça devient un ops direct. C'est hardcore en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Drake a sorti des morceaux au début où il disait mais je comprends pas ce qui se passe. Toi et moi, on a un lien, tu vois, il y avait ces morceaux qui faisaient un peu balade où il a exprimé ce qu'il ressentait vis-à-vis de LeBron James et de la situation. J'en ai parlé donc dans cette vidéo. Et au départ, il était en mode j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Figured we was always gonna be close like ovens and kitchens. I was sadly mistaken, the loyalty wasn't a given. Donc d'un côté, t'as Drake qui veut comprendre ce qui s'est passé, qui partage émotionnellement ce qu'il ressent pour LeBron James. Et ce qui m'énerve justement, c'est que la plupart des gens disent ouais, Drake émotionnel ou quoi. Attendez-vous, vous n'avez pas de sentiments pour vos amis proches, des gens avec qui vous avez partagé énormément depuis 15 ans. En fait, c'est ça que je comprends pas aussi avec les critiques vis-à-vis du côté émotionnel de Drake. C'est comme si Kendrick Lamar ne partageait pas émotionnellement ce qu'il ressent, que ce soit vis-à-vis de sa famille, de ses amis et autres. C'est comme si c'était que réservé à Drake et Drake passait pour un fou de le faire. Non, il est très humain et c'est justement ce qui a fait son succès. Et donc, il partage tout ça dans le morceau Fighting Irish. Et de l'autre côté, t'as ça. Et pire que ça, il s'ambiance en chantant les morceaux là. Tu sais, quand il chante les paroles mais qu'il connaît pas vraiment les paroles, donc du coup il bafouille un peu, etc. là. Quand il fait les couplets de Kendrick Lamar là, I deserve it all. En fait, j'ai l'impression que LeBron James était vraiment dans une performance. Il était hyper performatif, comme on dit aujourd'hui. Vraiment, c'est je veux vous montrer que j'aime Kendrick Lamar, que j'aime ce projet, je vais chanter les paroles, je vais m'ambiancer. Gros, il était en train de s'ambiancer avec sa meuf sur Not Like Us, il a commencé à mettre des patates dans le vent, gros. Il s'est pris pour, je sais pas moi, pour Francis Ngannou, comme ça. Gros, abuse pas frère. Anyway, et donc Drake sur ce projet a une approche totalement différente pour le basketteur. Là où sur Fighting Irish, il était dans un truc de je comprends pas, toi et moi on a partagé tout ça, comment ça se fait que tu t'es retourné contre moi? Sur le projet Iceman, en particulier sur le morceau Make Them Remember, il dit ceci. I shouldn't even be shocked to see you in that arena because you always made your career off of switching teams up. Quand il dit je ne devrais même pas être surpris de te voir dans cette arène, il fait référence au Pop-Out Show, donc le show de Kendrick Lamar après la sortie de Not Like Us, hein, le grand événement qu'il a fait où il y a eu tous ces hops qui se sont rassemblés pour faire des Seawalk. Et donc LeBron James était à cet événement et il dit je ne devrais pas être surpris de te voir dans cette arène parce que tu as toujours construit ta carrière en changeant d'équipe. Parce qu'en fait LeBron James, et c'est justement la raison pour laquelle certains fans de basket le mettent pas en GOAT au-dessus de Jordan, parce que pour avoir des titres il a dû changer de team à plusieurs reprises. Au départ il était chez les Cavaliers, il a été au Miami Heat avec Dwayne Wade et Chris Bosh et c'est comme ça qu'il a eu ses premiers titres. Ensuite il est retourné chez les Cavaliers et il faut dire qu'il a quand même eu un titre avec eux. Et ensuite il a été donc chez les Lakers. Et le fait qu'il ait changé d'équipe pour avoir les bons coéquipiers pour ensuite avoir le titre NBA, c'est la raison pour laquelle certains le mettent pas numéro 1. Et donc Drake joue là-dessus. Donc il est sur quelque chose de beaucoup plus incisif, de beaucoup plus offensif. Il est plus l'heure et pas le temps pour les regrets. On avance. Et donc,
plus le temps de revenir sur le passé, tu fais partie de mes ennemis, tu prends une balle comme tout le monde. Est-ce que les choses vont s'arranger entre les deux? Je ne pense pas, ou si ça arrive, la relation ne sera plus jamais la même. Et je pense que Drake, d'ailleurs, va probablement révéler des choses sur ses voyages fréquents à Toronto, là, parce qu'apparemment, il aimait beaucoup la ville, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, passons. Alors le sujet Jay-Z, Drake, je pourrais en faire une vidéo d'1 heure, d'accord? Il y a beaucoup de choses à dire, mais ici on va résumer aux choses vraiment importantes, et peut-être que dans l'avenir ce sera intéressant de faire quelque chose de vraiment long. Alors, Drake dit ceci dans le morceau Whisper My Name. Donc il dit « Donnez-moi les 500K, gardez votre dîner, je n'ai jamais rien eu à apprendre de vous. » Alors, très intéressant parce que ça fait référence à un débat qui a été lancé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, autour des 500K et de Jay-Z. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas qui exactement aux États-Unis, ça doit être un podcasteur qui a lancé ce débat. Est-ce que tu prends un dîner avec Jay-Z ou alors tu prends 500 000 $? Alors, il y en a certains qui ont dit « Non, mais je prends le dîner avec Jay-Z parce que les informations qu'il va me partager, ça vaut plus de 500 000 $. Je vais faire des millions parce que Jay-Z, c'est un milliardaire, blablabla. » Ok, t'en as certains qui ont dit ça. Et t'en as d'autres qui ont dit hey, donne-moi les 500 000 frère, arrête tes conneries. Donc, il y a les 500K et Jay-Z. Et donc ça a fait énormément de débats sur les réseaux sociaux. Et Drake dit donc, donnez-moi les 500K. Il est déjà presque milliardaire, hein, Drake. Mais il dit donnez-moi les 500K. C'est même pas d'ailleurs le budget pour le bouquet. Et gardez votre dîner, je n'ai jamais rien eu à apprendre de vous. Et c'est très intéressant parce que la relation entre Jay-Z et Drake date de 2009. Et au départ, leur relation était très bonne. Drake, de son côté, évoquait à plusieurs reprises à quel point Jay-Z était important pour lui. Et d'ailleurs, sur l'un de ses morceaux sur Take Care, il a dit « J'ai pas pleuré lorsque Tupac est mort, par contre, je pleurerai lorsque Jay-Z décédera. » Ça avait beaucoup choqué les gens à l'époque, mais Drake a 4 ans de plus que moi, donc il devait avoir à peu près, je sais pas moi, 10 ans lorsque Tupac est mort. Il a pas grandi avec Tupac, donc calmez-vous. Hein. Notre génération d'ailleurs, hein, je le dis aux plus petits, moi j'ai pas grandi avec Tupac, j'ai commencé à écouter du son à 10 ans, c'était en 2000. Tupac est mort en 96, donc la plupart des gens de ma génération, on l'a écouté après, sur internet. On a fait le travail comme vous, donc tranquille. Très important de le dire. Donc, Drake, c'est normal qu'il ait pas cette connexion avec Tupac. Par contre, il a une grosse connexion avec Jay-Z, d'accord? C'est plus ma génération. Et donc, il a toujours dit ça, il a toujours big up le rappeur, il a toujours ramené sur des morceaux très lyricaux dans ses albums. Tous les featuring quasiment qu'il a fait avec Jay-Z sont bons. Et donc, au fur et à mesure des accomplissements de Drake et de sa carrière et de sa longévité, il a commencé à dire, ok, Jay-Z, c'est comme un mentor pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais en fait, je suis en train de devenir Jay-Z. Et ça, il le dit dans le morceau Summer 16. Je voulais être signé dans Roc-A-Fella. Roc-A-Fella, c'est le label légendaire de Jay-Z, où il y a eu Kanye West. Bref, dans notre génération, Roc-A-Fella, c'est une dinguerie, tu vois. C'est le label stylé, frais, bref. C'est Roc-A-Fella. Et donc, il dit, je voulais être signé chez Roc-A-Fella, mais je me suis transformé en Jay. C'est-à-dire qu'en termes de succès, en termes d'accomplissement, en termes de business, il est devenu Jay. Et ça, il le disait en 2015 ou 16 à peu près. Donc là, il était à une étape déjà où, en quelque sorte, vu qu'il est devenu Jay-Z, il a plus grand-chose à apprendre de lui. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que dans cette même période, Drake décide de faire sa collaboration avec Apple Music, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il lance la plateforme de streaming. Je t'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le rappeur. Je t'ai parlé donc de Larry Jackson, le fondateur de Gamma, qui était donc la personne en charge de lancer Apple Music, et aujourd'hui de sa relation avec Sexyy Red, qui est donc signé dans son label et qui potentiellement va faire un deal avec lui. C'est ma prédiction. Et donc le fait que Drake ait décidé d'aller collaborer avec Larry Jackson et qu'il n'ait pas collaboré avec Jay-Z, qui dans la même période a lancé Tidal, plateforme de streaming en concurrence directe avec Apple Music, ça avait créé des frictions dans cette période-là. Et à mon avis, ça a été le début des grosses frictures entre les deux. D'accord? Ensuite, les choses se sont arrangées. Mais ça montrait déjà que Drake, à cette époque-là, ne voulait plus juste être vu comme le petit de Jay-Z. Il voulait prendre ses propres décisions. J'ai compris que le vieux, il est cupide aussi, il veut faire ses sous, il réfléchit comme il réfléchit, et avec le temps, les gens se sont rendus compte aussi, hein. Jay, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il a d'abord ses intérêts à cœur avant le reste, d'accord? Et donc Drake, de son côté, a décidé de prendre sa propre voie, faire ses propres choix. Bon, il y a eu d'autres featuring, hein, et donc il se trouve qu'avec le temps, la relation entre les deux s'est dégradée, mais pas tout de suite. Jay-Z est apparu dans plusieurs autres projets de Drake. Jusqu'en 2021, Jay-Z était sur Certified Lover Boy, donc on pouvait se dire que la relation était bonne. Mais à partir de là, les choses se sont délitées, dégradées. Leur relation, en fait, a été de plus en plus mauvaise, parce que déjà, il apparaissait plus dans ses projets. Et donc Drake pense aujourd'hui clairement que Jay-Z fait partie de ces personnes puissantes
puissants de l'industrie là, dont j'ai parlé dans l'intro, les higher-ups, les personnes hautes dans l'industrie, qui complotent pour détruire Drake et son règne, d'accord? Et c'est pour ça que, d'après lui, Jay-Z a sélectionné Kendrick Lamar pour le Super Bowl. Et c'est aussi pour ça que le Jesse Collins, qui collabore étroitement avec Roc Nation, a été en charge aussi de tous les événements où Kendrick Lamar a été mis en avant. Hein. Tu vois, tous les trucs de l'industrie où on va te remettre un prix, etc., te mettre en avant. Et donc Drake ne supporte pas ça. Et à toutes ces attaques, Jay-Z y a répondu. Et voici ce qu'il a dit. What do I have to do with that? I chose the guy that was having a monster year. I think it was the right choice. Word. It wasn't in some sort of alliance to a battle, I don't. Yeah. What I care about them two guys battling, like, what's that got to do with me? Word. Have at it. Have fun. It's almost like, not just me, by the way. They drag everybody in it. Like, everyone's part of this conspiracy to undermine Drake, I guess. But, like, what the fuck? Like, what? I'm fucking Jay-Z. Alors voilà pour ce qui est de Jay-Z. Alors je pense que Jay-Z va lui répondre dans son prochain album, hein, parce qu'il voilà, il est en train de préparer son retour. Il y aura un album. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire et on en parlera ici. DJ Khaled. Alors, voici ce que Drake a dit sur lui. Khaled, tu vois très bien ce que je veux dire. Le clash était complètement lancé. Et toi, tu as décidé de dire que t'étais dans le djinn. Ah, toi, t'es dans les bails halal. Ça y est, toi, les embrouilles, c'est pas ton truc. Ah, toi, t'es pas un mec des embrouilles. Ah, d'accord, j'ai capté. Ok. D'accord. Par contre, quand tu auras besoin de morceaux, viens plus me voir. C'est clairement ce que Drake a dit. Alors l'année dernière, DJ Khaled avait teasé un album, d'accord? Il avait pour ça fait une petite vidéo. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Une vidéo un peu façon Mission Impossible, etc. Il adore cette DA-là, DJ Khaled. Bref, dans cette vidéo-là, il annonce la tracklist de son futur album. Et parmi les invités, Drake. Comme d'ailleurs dans tous ses précédents albums. Et en fait, Drake est venu simplement commenter en disant « Ah, il parle de Drake. Je pense qu'il parle de Drake Bell. » Une manière de dire que c'est pas lui. Il est pas dans l'album. Il va jamais clairer ses couplets, son morceau, rien. Ça y est. Maintenant, toi et moi, on est des étrangers. On se calcule plus, arrête. C'est clairement ce que Drake lui a dit ici. Et donc, suite à cette réaction, DJ Khaled a mis la vidéo en privé, ou il l'a supprimée. En tout cas, elle n'existe plus sur son compte. Voilà, c'est terminé. Et donc, c'est à partir de là qu'on a compris que clairement, Drake est passé du côté vilain. C'est-à-dire que ces personnes qui l'ont pas soutenu dans cette période-là font partie désormais de ses ennemis. Ok, comme ça, c'est clair. Et donc, il lui dit clairement ce qu'il ressent pour lui, sans en faire des tonnes. Mais il lui dit simplement ce qu'il a ressenti. Mais c'est pas tout. Et à mon avis, c'est là où ça fait le plus mal. Il dit ceci. D'ailleurs, les tiens attendent toujours que tu dises Free Palestine. Alors, les gens maintenant le savent, hein, mais DJ Khaled est palestinien, mais il a jamais pris la parole pour son peuple. Publiquement, en tout cas. Peut-être qu'il a fait des choses, mais pas devant les caméras. Mais en tout cas, publiquement, il n'a jamais rien dit. Et le fait que Drake, un juif, qui a signé une pétition pour un cessez-le-feu en Palestine, te dise à toi, le Palestinien, de quand même prendre parti pour les tiens, c'est humiliant. Et d'ailleurs, dans la même période, t'as un créateur de contenu qui parle avec DJ Khaled et qui lui dit dis Free Palestine, et voici ce qu'il répond. Yo, Free Palestine, say it one more time. Free Palestine. He should love everybody. Ce qu'il a encore mis dans la sauce. Très clairement, je pense que ça va être extrêmement dur pour DJ Khaled de faire un comeback. On en reparlera d'ailleurs, j'ai envie d'en faire une vidéo complète sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais pas si ça vous intéresse. Je vais peut-être faire un sondage d'ailleurs dans la partie communauté pour vous proposer les sujets. D'ailleurs, si tu t'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment. Hein. Abonne-toi à ma chaîne, active ta cloche parce qu'on a de grosses vidéos. Je vois que vous êtes encore nombreux à vous abonner à la chaîne, c'est bien, donc c'est important que je vous le dise ici. Et il y a cette attaque, DJ Khaled lui a répondu. Sa réponse, elle est très chelou en fait. Parce qu'il lui a fait une réponse en patois jamaïcain, j'ai pas compris. Gros frère, on t'attaque comme ça te fait tellement mal, tu commences à parler chinois en fait. C'est quoi? Alors, je sais que DJ Khaled adore la culture jamaïcaine, c'est comme le hip-hop pour lui, enfin tu vois, c'est vraiment ce qu'il aime profondément, mais frérot, je sais pas, on t'attaque, tu fais un tweet en mettant l'accent jamaïcain dans tes propos, ça a aucun sens. Et donc DJ Khaled lui répond en disant que Dieu s'élève et terrasse tous mes ennemis. No man, baladen, ja. Gros, personne comprend, parle anglais, frérot, personne comprend. Et gros, le gars il est parti en patois, frère. Frérot, il t'a parlé français, tu parles chinois, frère. T'es parti dans des bails de Let God Rise. Et gros, en plus, t'es musulman, je comprends pas. Tu vas dans les délires des Jah, des Selassie. Gros, c'est pas pour toi. Ça se voit que ça t'a débordé. Comment tu fais des textes? Them just can't go. Throw them hot. Non clean, no free. I remind them so much of who they are supposed to be. I'm the royalty, them lost them identity.
Mais t'as toujours pas dit Free Palestine, en fait. Et en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que, en fait, la réponse est tellement pas en lien avec l'attaque de Drake qui en réalité est assez simple. Tu m'as abandonné à un moment où j'avais besoin d'avoir mes amis proches de moi, sachant que tu viens tout le temps me gratter de la musique. Et en plus de ça, important quand même de le dire, tu soutiens même pas les tiens. C'est tout ce qu'il a dit. Et toi, tu rentres dans les Bambokla, Ja, tu parles, tu fais des grandes formules, tu rentres dans les Mandem, des Ja, des trucs. Ah frérot, là t'es hors sujet. Et vraiment pour moi, je pense que DJ Khaled, c'est probablement l'un des artistes les plus détestés de l'industrie actuellement et ça risque de le rester très longtemps. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de DJ Khaled, on avance. Alors Rick Ross, c'est vraiment très compliqué. Hein. Alors voici ce que Drake a dit sur Rick Ross. Et donc c'est sur le morceau Make Them Pay, l'un des meilleurs morceaux d'ailleurs dans l'album. Donc il dit j'ai des Ross, donc aiding Ross, donc j'ai des Ross avec ses streams. Quand tu regardes le top des morceaux de Rick Ross sur Spotify, hein, sur les 5 premiers, tu as 3 morceaux en featuring avec The Boy. Hein. Important de le dire. Et ensuite il dit avant que Aiding Ross c'est un streamer américain très populaire qui a début d'antenne et commencé à streamer bien avant qu'il ait commencé à streamer parce que la collaboration entre Drake et Rick Ross date du début des années 2010 et Aiding Ross à ce moment-là c'était un bébé, d'accord, donc ça fait très longtemps qu'il l'aide avec ses morceaux, d'accord, donc c'est un jeu de mots très habile et vraiment c'est important de dire à quel point Drake sur cet album a été excellent en termes de lyrics, d'accord, parce que là je vous parle des clashs, des attaques, etc., mais les jeux de mots, les constructions de phrases, les références aux clashs permanentes, donc quand même qui fait partie de sa grosse actualité, sur tout l'album, dans la manière dont ça a été écrit, etc., c'est hyper fort. Moi, je découvre des choses à chaque écoute et même via des vidéos sur internet. Beaucoup de gens font des décryptages. Donc c'est extrêmement fort et c'est aussi une réponse aux gens qui doutaient du pen de l'écriture de Drake. C'est-à-dire que Drake a toujours été vu comme quelqu'un de fort, mais ces derniers temps, les gens avaient tendance à le voir comme voilà, quelqu'un qui se reposait sur ses lauriers. Et je vous ai dit, je pensais pour le coup la même chose. Et donc, extrêmement fort, il a aidé Rick Ross à plusieurs reprises et surtout, les deux ont une osmose artistique hors du commun. Beaucoup de gens se disaient que potentiellement les deux avaient un projet. Et d'ailleurs, très drôle, Rick Ross était de passage chez Drink Champs, un gros podcast US, et il a dit que lui et Drake faisaient partie des 2%, des 2%. Donc je sais pas trop ce que ça donne, est-ce que c'est 2%? Bref, en tout cas, ce qu'il dit, c'est que les deux font partie de l'élite des artistes, d'accord? Et c'était super drôle comment il l'a dit. We in the 2% when it come to writers and creators. It's called the 2%. The 2%, yeah. Listen, if you're not ready for this, that's the album. That's the album. Walk out of the room. Donc tu te dis, à partir de quand il a décidé de se retourner contre The Boy? Et d'ailleurs les gars, lui aussi avait sorti un clash, vous avez oublié, mais il avait sorti un morceau qui s'appelait Champagne Moments. Franchement le morceau il est bon, mais surtout il est super, il est super drôle gros. J'avoue gros, Rick Ross, il est tellement gaulerie. Voilà ce qu'il dit à la fin du morceau, je vous mets un extrait. Rick Ross, il est bête, donc t'as fait une opération parce que tu voulais pas le nez de ton père. Et il rigole comme as quand on le fout du doigt, gros. C'est un ouf. Et en plus, c'est tellement faux. Drake, effectivement, il a fait une liposuction sur son ventre, etc. Mais il a jamais changé son nez. Et d'ailleurs, c'est très drôle, hein. Toutes les attaques contre Drake, en tout cas, une bonne partie d'entre elles, auraient pu être pour Michael Jackson. Hein. C'est pas un hasard qu'il ait choisi le gant de Michael Jackson, tout ça dans ses codes, hein, parce que clairement, il y a beaucoup d'attaques qui lui ont été faites qui ressemblent à celles que MJ a reçues, tu vois, White Boy, il l'appelait comme ça. MJ, le blanc, quand il a eu son vitiligo et qu'il a décidé de tourner complètement blanc, il y avait des débats. Bref, donc il a attaqué violemment, donc c'était pas Drake versus Kendrick Lamar, c'était Drake versus l'industrie, c'était une grande guerre hip-hop, comme il y a eu une grande guerre ninja, hein, voilà, moi je tiens à le dire. Et donc sur ce même morceau, il dit que Drake a envoyé un cease and desist, donc une mise en demeure à French Montana, et que c'est pour ça qu'il lui en veut. Récemment, dans une interview, lorsqu'on lui demande pourquoi il est en guerre avec Drake, c'est pas très clair en fait, je vous mets l'extrait. I didn't understand the Drake-Rick Ross beef. Right. Can you explain to me the origins of Rick Ross and Drake falling out? Rose was mentioned. I was mentioned. Or you was mentioned first. Facts. Homie mentioned Ricky Rose, and Rose do what he do best. Et la position de Rick Ross vis-à-vis de Drake et vis-à-vis de Iceman est assez incompréhensible. Parce que, en fait, il est en tournée médiatique dans la même période,
Donc il essaie de capitaliser un maximum sur Drake en faisant un maximum de plateaux, sachant que je ne sais pas exactement ce qu'il a à promotionner, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'il parle énormément de Drake. Et à chaque fois qu'il apparaît quelque part, c'est pour dire que l'album de Drake est éclaté. Bon, lui il a dit qu'il était moyen, mid. What do you give it, 0 to 10? Oh man, it was... I mean, Pitchfork gave it, I said it was mid. Mid meant 5. Pitchfork gave it a 4 point something. No, you don't hear nothing like Jay-Z and Alicia Keys in New York. This is a motherfucker who always bringing up Michael Jackson. What a Billie Jean at? What a thriller. Et ensuite, il dit que les proches de Ross disent que l'album est clairement éclaté. Ce qui est complètement faux, mais vas-y, il le dit, tu connais. By the 5th song they came out, they was like, damn. Et pourtant, juste avant que l'album sorte, il était plutôt en train d'encourager Drake. Drake, if you listening to this, homie, listen to me. My nigga, shine. I don't wanna see you lose. No real nigga wanna see you lose. C'est très bizarre. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que dans la tête de Rick Ross, les choses se bousculent. Je pense que Drake a dû lui faire un truc qu'il a pas apprécié. Du coup, dans sa tête, ça s'est mélangé. Et il s'est dit, ah ouais, donc toi, tu crois que t'es qui? Hein? Ça y est, donc toi, t'es au top. T'es au niveau de Jay-Z, de Michael Jackson. Donc maintenant, tu me calcules plus. J'en sais rien, je crois que c'est ça, hein, les gars. Enfin bref, il a dit une vérité sur Rick Ross parce que c'est pas l'attaquer en réalité, mais c'est tout ce qu'il a fait. En tout cas, à ma connaissance. Ensuite, le sujet Kendrick Lamar. Kendrick. Alors, comme tu t'en doutes, il n'y a pas eu qu'une seule attaque. Il y en a eu plein de petites. En fait, il a répondu à Kendrick Lamar un petit peu partout, dans tout l'album. Que ce soit direct ou indirect. Il y a toujours eu une petite attaque pour ce cher Kendrick. Alors, je vais t'en citer quelques-unes, mais je vais pas toutes les citer ici, que sinon ça va devenir indigeste pour toi. Par exemple, il y a ce passage dans le morceau Make Them Pay. Damn, who is this guy for real? I guess a magician. 100 million streams vanish, no one got questions for... Putain, mais c'est qui ce gars en vrai? Je pense que c'est un magicien. 100 millions de streams qui ont disparu et personne n'a de questions pour ces gars. Il dit ça par rapport à la période du clash, en particulier de Not Like Us, qui a fait plus de 100 millions de streams, et également par rapport au fait que sur Spotify, il était monté à plus de 100 millions d'auditeurs uniques mensuels. Et donc clairement, ce qu'il est en train de dire, et aussi ce qu'il disait sur sa plainte, c'est clairement qu'il y a eu énormément de bots. Et en fait, ça c'est un sujet qui est quand même important à évoquer ici. Bon, moi dans le cadre de mes vidéos, j'en ai un petit peu parlé dans le cadre donc, du procès et des vidéos que j'avais faites sur Drake l'été dernier, mais j'ai pas beaucoup creusé sur le sujet. Et il faut savoir que c'est un sujet qui est sérieux, hein. Les maisons de disques, les managers, producteurs et autres vont avoir recours au botting pour orienter l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Et inconsciemment, les gens peuvent être victimes de ça. C'est-à-dire que toi, par exemple, qui est un petit peu entre les deux, t'écoutes Drake et t'écoutes Kendrick Lamar, mais t'es pas hyper impliqué sur le sujet, tu vas avoir des campagnes de botting, donc des gens qui vont faire énormément de posts, aujourd'hui c'est avec l'intelligence artificielle que ça se fait, mais qui vont dire énormément de choses négatives sur un artiste ou autre, et d'ailleurs je vais vous donner l'exemple de ce qu'on m'a partagé en off il y a pas si longtemps que ça, mais tu vas avoir justement des situations comme ça, où tu vas avoir énormément de choses négatives sur Drake, et inconsciemment, même si tu écoutes plus Drake, tu vas avoir tendance à aller dans le sens de tous les bots et de l'avis des gens. Parce que tous ces avis sur Internet, ça va orienter la plupart de l'avis des gens. On est très influençables, nous les humains. Et on va finalement dire, ah ouais, non mais finalement je préfère un tel. Ah mais finalement je préfère Kendrick. Et c'est le cas en fait surtout sur beaucoup de gens en France qui n'écoutent pas réellement Kendrick Lamar, mais qui ont décidé de dire que Kendrick Lamar c'était lui le boss et que Drake c'était un petit joueur, tu vois. Et ça c'est des choses qui sont possibles grâce au botting. Alors moi à titre personnel, je ne peux rien dire. J'ai pas de preuves, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des sources sur le sujet, mais c'est vraiment un thème qui revient souvent quand il s'agit de ce clash. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié Not Like Us. Moi, à titre personnel, en étant totalement objectif, je fais OVO Chris, etc. Mais dans les clashs, je vous l'ai dit, je pense vraiment que Kendrick Lamar a gagné, de peu, mais il a gagné. Drake s'est pas non plus fait fouetter, mais Kendrick Lamar a gagné. Mais par contre, se dire que quelqu'un comme Kendrick Lamar n'a pas les équipes marketing pour faire le nécessaire afin d'avoir suffisamment de vues, voire plus de vues que Drake dans cette période de clash, pour changer la perception des gens, c'est être naïf. Très clairement, c'est être naïf. Parce que DJ Akademiks, bon, on sait, c'est un énorme fan de Drake, d'accord? D'ailleurs, récemment, il a eu une chaîne de la part du Boy. D'ailleurs, je suis très content pour lui. Bravo à lui, il l'a mérité. Par contre, il y a un élément qu'il a évoqué dans l'un de ses streams que les gens n'ont pas relevé, c'est qu'il a dit que pendant plusieurs années, il a travaillé avec l'équipe marketing qui aujourd'hui travaille avec celle de Kendrick Lamar. Et ce qu'il a évoqué, c'est que c'est probablement la meilleure équipe actuellement. Donc cette équipe marketing
de marketing digital pourrait mettre en place ce qui est nécessaire pour justement changer la perception de beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux, t'as l'impression en fait que finalement, en fait, Drake a énormément de fans. Mais oui, Drake a beaucoup plus de fans que Kendrick Lamar. Dans les chiffres, Drake est bien au-dessus. Mais dans cette période du clash, il y a eu un changement de perception. Et en plus de ça, tu ajoutes à ça les higher-ups, les gens de l'industrie en haut, les leaders d'opinion, les Charlemagne d'Agod, les gens des radios, etc., qui ont mis leur grain de sel en disant « Eh, votre gars, là, Drake, ça y est, il s'est fait bouffer », et ben la plupart des gens sont allés dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc ça, c'est important quand même de le noter, qu'effectivement, il y a potentiellement eu du botting. À quel niveau, on ne sait pas. Du côté de Drake, il y en a en général beaucoup moins. Il est très mauvais en marketing, il est connu pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rollout d'Iceman est excellent. C'est qu'il y a eu des moyens marketing qui ont été mis en place pour avoir de gros résultats. Et surtout, dans les faits, ça se traduit. C'est-à-dire que les gens écoutent énormément Drake, etc. Donc lui, il est beaucoup moins là-dedans. Ça, c'est un fait. Maintenant, il se peut que Kendrick Lamar s'en soit servi. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ne soyez pas trop influençable dans ces moments-là. Aimez ce que vous aimez, d'accord ? Vous laissez pas influencer, parce que je suis sûr que voilà, il y en a beaucoup qui se sont laissés influencer par des robots, etc. Ils ont dit ouais non en fait Kendrick c'est le meilleur. Bref, voilà, je tenais à le dire ça. Il y a eu aussi une autre attaque sur le banger de l'album, Janice Shut the Fuck Up, quand il dit ceci. Donc clairement là il fait référence aux blancs majoritaire dans les concerts de Kendrick Lamar. D'ailleurs, dans les concerts de rap, la majorité du public est blanc, ça a toujours été le cas, c'est comme ça. Et donc ce qu'il dit en quelque sorte, c'est que le public de Kendrick Lamar, blanc en particulier, se donne un genre et aussi ressent donc un sentiment de culpabilité et c'est pour ça qu'ils le soutiennent autant. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Dites-moi en commentaire. Moi, je sais rien. Je vous partage ce qui a été dit. Mais sinon, en dehors de ça, dans tout l'album, il va répondre en fait à des passages précis de Euphoria, de Not Like Us, des morceaux de Kendrick Lamar. Je vous mets en fait une petite compile que DJ Academics a partagé, comme ça, voilà. Vous avez les extraits et vous pouvez directement capter où est-ce que Drake a répondu à Kendrick Lamar. What is it, the braids? Is it the braids? Even when I cut them, I could never fade. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Talking about hiding the Bible, maybe I should read a page. Think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. Got an Oakland show tonight, baby. My young boys front a yacht going crazy. Dernière chose avant que j'arrête la vidéo, et là je pense que c'est l'une des attaques les plus techniques et les plus violentes de l'album. Il s'agit pas que de Kendrick Lamar. Là en fait il va faire un two birds, one stone. D'une pierre deux coups. Kendrick Lamar et Dre. C'est hyper technique, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais je vais vous le partager ici. Drake took out the AK, maybe he be in jail. Just based off the name of his spells. Donc là je vais vous relire la line et on va la décortiquer ensemble. Si Drake sortait l'AK, donc si Drake sort le AK, mais aussi si Drake took out enlève le AK, donc le A et le K, donc si on enlève le AK, donc ça devient Dre, d'accord, mais en même temps si Drake sort le AK, peut-être qu'il serait en prison. Rien qu'à cause du nom que ça forme, just based on the name that is spelled, donc rien qu'à cause du nom que ça forme, qu'est-ce qu'ils disent avoir senti déjà? J'ai entendu dire qu'il y avait une place spéciale en enfer pour les personnes qui plaisantent du mal que eux-mêmes ont commis. Damn! Donc là, on va reprendre la line. Si Drake sortait le AK, peut-être qu'il finirait en prison. Donc le AK, c'est l'arme automatique. Mais aussi, en anglais, took out the AK. Si tu enlèves le AK de Drake, ça fait Dre. D'accord? Et peut-être qu'il finira en prison. Donc là, il est en train de dire que Dre finira en prison. Tiens. Et en même temps, il dit qu'il pourrait sortir le AK. Donc c'est une métaphore pour dire que pourrait vraiment le fumer, quoi, lyricalement. Sa vie, en termes d'image, quoi. Juste basé sur le nom que ça forme. Donc là, ça confirme qu'il a vraiment voulu jouer sur les lettres. Tu vois, donc il dit bien, rien qu'à cause du nom que ça forme. What they say they just melt. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils sentent déjà? Et là, il dit quelque chose de très fort. J'ai entendu dire qu'il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui plaisantent sur le mal que eux-mêmes ont commis. Donc là, en fait, il est en train de parler de Dr. Dre et de ce que Dr. Dre aurait potentiellement fait, d'accord? Et donc, il fait référence ici au fait que Dr. Dre aurait eu une relation avec Michelle Egg alors qu'elle était mineure. Dr. Dre a pas mal de casseroles, hein. Quand tu regardes un petit peu, quand tu t'intéresses à son parcours, il a eu plusieurs histoires de violence conjugale. Il est sorti avec une mineure, ça a été documenté, d'accord? Je partage ce que je sais. Et donc, là, en fait, de façon très technique, il s'en prend aussi au mentor de Kendrick Lamar, qui le soutient, hein, clairement, ça sans surprise. Et aussi qui est pote probablement avec les gens d'en haut qui ont voulu le détruire depuis le début. Alors d'une certaine manière, Iceman c'était un peu une boucle
qui se termine, mais en même temps, je crois qu'il en a ouvert des nouvelles. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir. En tout cas, voilà pour ce qui est de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup d'analyses, beaucoup de travail. Donc, je veux que vous mettiez un maximum de j'aime, un maximum de commentaires et surtout un maximum de glaçons, ok? Je suis moins OVO Chris aujourd'hui, il fait un peu chaud, je suis fatigué, mais quand même, OVO Chris, toujours, on est sur des vidéos importantes où clairement Drake a gagné la guerre. Et ça, c'est important de le dire parce que, au vu des chiffres, au vu de la popularité, on voit que les gens en ont marre de Seawalk. Tu vois, tu vas faire quoi avec ça, Seawalk? Avec des chaussures serrées comme les Converse en été. Non, pardon. On prend des chaussures ouvertes. Tous nous qui avons des problèmes aux pieds, des corps aux pieds, des champignons, tu vas pas toujours des chaussures fermées avec des chaussettes épaisses, longues, puis tu fais des Seawalk, tu sautilles comme ça. Mais ça, c'est au vouloir du mal. Hein, nous, on va se poser calmement dans les bars à chicha. Hein, pour ceux qui aiment les chichas, bon, moi, c'est moins mon truc. Mais tu te poses dans des terrasses un peu stylées, du coup, du Drizzy Drake. Hein, tu vas dans les clubs, il y en a, ils vont dans des strip clubs. Vous avez les meufs, elles dansent sur ça. Hein, vous êtes là, vous sortez vos bouquins en terrasse. Vous sortez vos bouquins en club. Vous êtes là, ouais, la technique, des trucs. Oh, calme, mon frère. Non, Drake, il a gagné. Il vous a fait des hits, des shebang, des tout ça. Donc voilà, ambiancez-vous, ok? Et on oublie ce qui s'est passé les 2 dernières années, ok? On va faire comme si vous étiez pas sorti du bateau. D'accord, vous êtes toujours avec nous, voilà, il n'y a pas de problème, Drake, il est reparti sur 10 ans de run, c'est tranquille. Par contre, il faudra qu'on suive avec beaucoup d'attention comment les choses vont se passer au niveau de ses ennemis, parce que s'ils n'ont pas réussi à le descendre, malgré toute la smear campaign qu'ils ont mis en place ces dernières années, eh bien je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Voilà, donc likez, commentez, partagez un maximum. N'oubliez pas surtout de vous faire plaisir avec Oli. Il fait ultra chaud, comme vous le voyez, d'accord? Donc il faut vous rafraîchir un maximum. Et clairement, avec la gamme de produits hydratation de Oli, c'est parfait. Donc faites-vous plaisir, allez tester. Vous avez le QR code, le lien dans la description et sur le premier commentaire. Et surtout, n'oubliez pas la conférence en ligne le 4 juin à 20 h. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et les vidéos d'Iconic sont disponibles sur Spotify et sur les plateformes de streaming, d'accord? Vous pouvez regarder les vidéos là-bas, les consommer. Allez vous abonner là-bas. On a besoin d'un maximum de force. Et bien sûr, n'oubliez pas les réseaux sociaux, d'accord? On est très présent sur Instagram, sur mon compte perso iamchris.k, mais aussi sur le compte d'Iconic, d'accord? Faut nous suivre partout parce qu'il y a du contenu original partout. C'était Major pour te servir. On se dit à la semaine prochaine. Cheers.